Bonjour à tous. Je m'appelle Nathalie Delacroix, je travaille à la Cité de la RSE et de l'Impact. Je suis consultante en stratégie RSE. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien Roger, qui travaille au CD2E, qui se présentera tout à l'heure, pour un webinaire qui concerne les nouveaux modèles économiques. Voilà, je lui cède la parole. Alors bonjour, aujourd'hui on va parler des nouveaux modèles économiques. Alors qui je suis? Je m'appelle Sébastien Roger, je suis consultant senior en éco-conception. Je suis coordinateur de la plateforme Avenir au CD2E. J'ai plus de 20 ans d'expérience professionnellement, donc 10 ans d'expérience comme designer et puis maintenant quasiment 15 ans comme éco-concepteur dans tous les secteurs d'activité. J'ai pu travailler pour des petites entreprises, des TPE, comme des grands groupes. Vous aurez peut-être perçu dans certains cas un petit accent qui vient du sud-ouest, je viens de Toulouse. Donc j'ai forcément travaillé un peu plus avec l'aéronautique et le spatial ces dernières années. Le CD2E est basé à Los-en-Gohelle, à côté de Lens. Voilà, donc c'est une association qui existe depuis 2002 et cette association a pour but d'accélérer l'éco-transition, c'est-à-dire d'informer, de conseiller, de former et d'accompagner les entreprises, les collectivités, les territoires sur 3 thématiques principalement, le bâtiment durable, les énergies renouvelables et l'économie circulaire. Nous sommes à peu près une quarantaine de personnes, principalement des ingénieurs, qui accompagnons sur ces trois thématiques, les entreprises comme les collectivités. Nous avons 4 types d'axes d'action. Nous sommes un centre de ressources. Nous sommes, alors vous avez vu en bas dans les slides, nous sommes cofinancés par la région Hauts-de-France et l'ADEME Hauts-de-France pour être le centre de formation et accompagnant à des startups ou des porteurs de projets. Nous avons également en parallèle, à la demande des entreprises et de ces porteurs de projets, nous sommes également pourvoyeurs de prestations type bureau d'études. Si les personnes veulent aller beaucoup plus loin avec nous et rentrer dans l'expertise sur des évaluations environnementales et de l'éco-conception, des démarches d'éco-conception, puisque c'est notre principale action dans l'économie circulaire. Nous avons une petite équipe de 5 personnes dont je fais partie, je coordonne cette équipe et on propose d'intégrer l'éco-conception dans la stratégie même des entreprises. C'est pour ça que je vais vous parler des nouveaux modèles économiques. Alors, nous sommes donc 30 consultants passionnés. Nous avons un réseau, comme nous sommes une association, nous avons des adhérents. Il y a à peu près 200 adhérents par an qui correspondent à des PME, à des collectivités, des entreprises, mais également des universités et puis des partenaires en Europe. On participe aussi à des programmes européens type Interreg en Belgique et puis plus largement dans le monde puisque nous avons des contacts en Espagne, en Italie et en Allemagne. Nous sommes un centre de ressources dédié à l'ACV, ça c'est la plateforme Avenir, et qui est en train de transposer tout doucement vers l'analyse de cycle de vie, ACV, pardon, excusez-moi de l'abréviation, vers l'éco-conception en ce moment. Donc nous avons 3 vitrines sur l'éco-transition et nous avons régulièrement des temps forts tout au long de l'année. Voilà, donc nos missions, c'est accompagner les entreprises pour développer la performance environnementale dans la stratégie même des entreprises ou des entreprises en devenir. C'est fédérer un réseau d'acteurs, un réseau d'adhérents sur les Hauts-de-France. C'est informer, communiquer sur les enjeux, sur l'intérêt d'intégrer la dimension environnementale dans la stratégie des entreprises. Et bien, évidemment, c'est aussi développer l'innovation durable par les porteurs de projets, les startups. On a une forte demande dans ce domaine-là. Et puis, on participe au déploiement de l'affichage environnemental prochainement, à partir de septembre, puisque nous avons été choisis par l'ADEME nationale, cette fois-ci, pour être des vérificateurs officiels de l'affichage environnemental, qui va commencer a priori en septembre. Il y aura les premières communications institutionnelles de l'ADEME au niveau national en septembre, et à partir de septembre, on sera référent vérificateur, autant pour les référentiels que pour les logiciels de calcul, que pour les profils environnementaux qui seront affichés sur les produits à l'avenir et dans les années qui suivent. Voilà, donc je vais lancer la présentation en elle-même. Donc les informations. Aujourd'hui, nous sommes tous des citoyens. Finalement,
Je vais parler d'abord comme un citoyen et plus comme un professionnel. Donc finalement, aujourd'hui, on a une somme d'informations qui nous est qui est à notre portée. Donc quand il s'agit d'un accident, voilà, j'ai mis une photo de Rouen avec une réseau de l'avez reconnu. C'est-à-dire que dès qu'il y a un accident, on est tous au courant, en tout cas, on est tous au courant de ce qui se passe. On se pose des questions sur les conséquences. On n'a pas forcément toujours les réponses. Donc le citoyen moyen, dont je fais partie, et vous aussi, on a des informations qui nous arrivent. Le numérique accélère évidemment ces informations. Et puis là, j'ai mis une petite application, Yuka, que vous connaissez par exemple. Alors ça me tient à cœur d'en parler parce que Yuka, c'est une petite équipe de 3 personnes. Mais cette petite équipe de 3 personnes a réussi à faire basculer l'ensemble du secteur agroalimentaire, et c'est des géants dans l'agroalimentaire, a réussi à faire basculer l'agroalimentaire dans les formulations de recettes. C'est-à-dire qu'ils ont rendu finalement, l'idée était assez simple, hein, ils ont rendu la base de données Food Watching, ils l'ont rendu accessible, compréhensible par une application. Les couleurs, une lecture simplifiée, et ça permet à tout à chacun de pouvoir faire, quand on fait ses courses, de pouvoir scanner les produits et de voir quels sont les produits qui sont contenus. Et en particulier les additifs autorisés, les additifs qui sont, enfin ils sont tous autorisés, mais il y a des additifs qui sont potentiellement dangereux. Et ça, le consommateur ne savait pas. Donc aujourd'hui, il est au courant. Et il est capable de faire remonter cette information très très vite, de faire des choix dans ce mode de consommation. Et finalement, les groupes agroalimentaires que sont Nestlé, Palmolive, Jacobs Suchard ou d'autres, hein, qui sont des géants au niveau mondial, ont rapidement réagi. Et aujourd'hui, en moins de 2 ans, ils ont reformulé la plupart de leurs recettes qui apparaissaient en rouge dans Yuka. Donc, on a des outils, on a des informations, on a des outils qui apparaissent. On a des informations aussi sur les analyses de coûts. C'est-à-dire, quand vous achetez une sneaker Nike, vous avez la part financière qui est dédiée à la sous-traitance. Directement à Nike sur la partie marque, communication marketing, les distributeurs. Et on voit que le coût de la main-d'œuvre, par exemple, sur une chaussure, alors c'était une chaussure, je crois, à $120, pardon. La main-d'œuvre, elle est seulement de 3 $. Donc, on voit la proportion entre le produit, le marketing, et puis les gens qui fabriquent ce type de produit. Et puis, on a une information, je vous ai parlé de l'affichage environnemental, évidemment. On a l'affichage environnemental avec la planète bleue. Alors, la marque a été déposée par l'ADEME, ça s'appelle la marque Impact Environnemental, qui va, alors certainement, qui va être s'impliquer sur une échelle de notation type A, B, C, D, E. Vous connaissez déjà le principe avec Nutri-Score. Il sera là, ça sera à peu près la même chose. C'est calqué à peu près sur le même type de logo à poser sur les produits, et ça permettra de pouvoir comparer 2 produits équivalents et en performance environnementale. Vous pourrez faire un choix. En tout cas, vous pourrez faire ce choix éclairé par rapport à ces produits-là. Et ça, c'est à partir de septembre. On a un contrat qui va courir sur entre 3 et 5 ans avec l'ADEME, mais on participe à ce déploiement prochain de l'agroalimentaire. Alors, l'affichage environnemental, pardon, j'ai fait un lapsus. Les secteurs d'activité qui seront privilégiés pour l'affichage environnemental, sachez que ça a été choisi et déterminé par le gouvernement actuel. C'est le textile, l'ameublement, les équipements électriques et électroniques. Il y aura les nuitées d'hôtel et j'en oublie un 5e, je ne sais plus. Mais c'est principalement le textile qui va tirer l'affichage environnemental. Les produits agroalimentaires posent encore des problèmes sur les bases de données, donc je pense qu'il faudrait être un tout petit peu patient pour les voir sur les pots de ketchup, les pots de mayonnaise, les emballages de gâteaux, mais à terme, ça viendra. Ça sera déployé et vous pourrez choisir les produits que vous consommerez par rapport à leur performance environnementale. Donc ça, c'est les citoyens à toutes ces informations-là. Alors, pourquoi du nouveau modèle économique? Parce que, en fait, les entreprises, elles s'aperçoivent que le citoyen va beaucoup plus vite qu'elles. On l'a vu à travers Yuka. Les consommateurs moyens, ils accélèrent. Ils ont besoin de réponses à leurs questions. Donc, les entreprises se tournent vers de nouveaux modèles économiques pour réinventer leur modèle économique, répondre aux consommateurs.
qui vont très vite. Les concurrents aussi, on apparaît, alors là, j'ai parlé des GAFA, on pourrait parler des GAFAM, et puis là, c'est généralement, on pense à eux parce qu'on pense au monde du numérique, mais si j'ai mis, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que Apple, comme Google ou d'autres, s'intéressent à l'intelligence artificielle, à nos modes de mobilité, à la distribution de médias, par exemple. Au départ, Amazon, ben, c'était juste un marketplace qui vendait des livres. Aujourd'hui, ils diffusent des médias. Peut-être qu'à l'avenir, ils proposeront des habitats, des systèmes de mobilité, des voyages en avion, pourquoi pas. Hein. Donc, les concurrents ne sont plus forcément ceux d'hier, les concurrents de demain. Donc ça, c'est quelque chose aussi que les marques, certaines marques apparaissent, d'autres disparaissent. On a tous en tête dans la région des Trois Suisses, hein, c'était des colosses, hein, des colosses au pied d'argile qui ont très très vite basculé et qui ont pour certains même disparu. Donc les concurrents aussi ne sont plus les mêmes et tout va très vite. La communication évidemment, hein, la communication elle est multimédia aujourd'hui, elle va très très vite, multicanal. Les réseaux de distribution également. Aujourd'hui on distribue différemment et toujours plus vite. La production également aussi, elle s'adapte. On voit aussi avec la crise du Covid-19 que les modèles de délocalisation à l'autre bout de la planète, ben, ça marche et ça dégage des marges assez conséquentes par rapport surtout à la masse salariale, au coût de la main-d'œuvre. Mais malheureusement, elle ne s'adapte pas très rapidement à la demande. On l'a vu avec les masques ou d'autres produits de première nécessité. Donc on voit que la production, bah, elle va peut-être pas forcément se relocaliser, mais en tout cas, elle va réagir pour pouvoir réagir plus vite et de façon plus adaptée à la demande de ses consommateurs. Et puis la réglementation, alors là j'ai mis plus c'est moins dans le bâtiment, mais il y a des réglementations qui vont être amenées aussi à modifier les modèles économiques actuels. On le voit, je vous ai parlé tout à l'heure de l'affichage environnemental. Alors aujourd'hui, il n'est pas obligatoire, il sera pour l'instant pas prévu obligatoire. On sait qu'à terme, on peut difficilement imaginer qu'il ne soit pas rendu obligatoire au bout de quelques années. Alors ça sera peut-être 10 ans, 15 ans ou 20 ans, mais il sera rendu obligatoire de toute façon à terme. C'est le sens de l'histoire et la réglementation de toute façon aujourd'hui le pousse. Autant dans la consommation d'énergie, dans la consommation des matières, dans l'approche du cycle de vie de tout produit ou service consommé. Donc un business model Canvas, alors c'est une architecture de business model à peu près, ou modèle économique en français. C'est une architecture que certains connaissent, hein, qui est classique. Donc on a la valeur, la proposition de valeur. Qu'est-ce que je propose à mes clients? Qu'est-ce que je proposais à mes clients? Qu'est-ce que je vais proposer à mes clients à l'avenir? Donc, quel est le produit? Quel est le service? Je réponds à quel besoin, à quelle attente, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Donc, le produit, le service. Ensuite, à qui je le propose? Quelle est ma cible? Alors, vous avez quel est le moyen de distribution? Quelle est la relation que je peux avoir avec d'autres marques, d'autres acteurs ou partenaires dans ce que je propose. Donc ça, c'est tout ce qui est en jaune, c'est la partie proposition de valeur, hein, en termes de modèle économique, à qui je m'adresse, comment j'y arrive, c'est-à-dire quelle est la recette, j'ai besoin de quel ingrédient pour avoir cette proposition de valeur. Donc on appelle ça aussi une architecture de la proposition de valeur. J'ai besoin de quel matériau, de quel partenaire, de quel sous-traitant, quelle est la supply chain que je vais mettre en place pour proposer ce service ou ce produit. Et puis évidemment, on est dans un modèle économique, hein, donc économique, quelles sont les dépenses, quelles sont les recettes que j'ai et quelle est l'équation de profit que j'arrive à obtenir avec ce service ou ce produit que je propose au consommateur. Donc ça, c'est la base, hein, c'est la base d'un modèle économique, d'un business model. Alors, j'ai des critères de différenciation, c'est-à-dire que je vais pouvoir, avec un niveau relatif et un niveau de critères, je vais pouvoir choisir, je vais pouvoir apporter des critères qui vont nourrir ma proposition de valeur, qui vont nourrir ce que je propose et à qui je le propose. Donc,
Je peux avoir un critère sur l'attractivité, le prix de ce que je propose. C'est un des critères. Hein. Alors, je vais vous en proposer quelques-uns, mais il pourrait y en avoir. Il s'adapte évidemment à chaque business model, à ce que vous proposez comme service ou comme produit. Il s'adapte aussi à la concurrence, au marché sur lequel vous êtes. Donc ça, c'est de l'observation et des études de marché qui peuvent remonter ces informations-là. Je peux être sur la facilité de maintenance, par exemple, sur la facilité de changer de fournisseur, par exemple. L'impact environnemental aussi, ça peut être un critère décisif que je choisis. Je peux aussi, alors je parle de variabilité post-pneumatique, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais comparer la vente de pneus Michelin, alors c'est la vente de pneus Michelin, l'exemple, c'est la vente de pneus Michelin de poids lourd. Donc c'est comment proposer une alternative à la vente de pneus classiques. Pour votre voiture, vous allez chez un garagiste, vous changez les pneus et vous achetez un pneu. Vous achetez 2 ou 4 pneus en général plutôt. Vous avez ces critères qui vous permettent de choisir le pneu. Alors il pourrait y avoir l'adhérence, il pourrait y avoir la résistance au roulement, il pourrait y avoir par exemple l'impact environnemental alors de la fabrication des pneus, mais il pourrait y avoir aussi l'impact environnemental par rapport à la consommation économisée, la consommation de carburant économisée. Vous avez aujourd'hui des pneus qui sont existants, qui sont dits verts, hein, alors c'est un peu une allégation commerciale de marketing, mais qui vous apporterait, selon les dires marketing de ces entreprises, économiser des kilomètres ou en tout cas économiser du carburant au kilomètre parcouru. Donc, il pourrait y avoir plusieurs critères. Et je le compare, vous allez comprendre, à un service en ligne. C'est-à-dire qu'un service, en ligne, un service d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que je remplace le pneu par un service au kilomètre parcouru. Donc, je m'appelle Michelin et moi je propose, plutôt que de proposer un pneu tel que vous l'achetez couramment, moi je vais proposer un service qui va vous dire, moi je vous propose un service sur 50 000 km. Je vous assure 50 000 km. C'est-à-dire que vous avez un pneu crevé, je me déplace en moins d'une heure, quel que soit l'endroit dans le monde, je vous propose une solution pour des pneus poids lourds. Donc, on voit très bien que si on prend les différents critères dans la proposition de valeur, j'ai des critères d'attractivité de prix, évidemment, hein, c'est moins cher, évidemment, c'est lissé, c'est un abonnement, donc ça permet d'être lissé sur le temps. Donc, ponctuellement, c'est moins cher, évidemment, après, c'est en fonction de la proposition d'abonnement. Hein. Mais il y a une facilité de maintenance, évidemment, vous avez bien compris que sur les critères facilité de maintenance, dès qu'il y a un problème, j'appelle Michelin et puis je m'occupe de rien, hein, j'attends les mains dans les poches. J'ai une facilité de changement de fournisseur quand j'ai un pneu, mais par contre, en revanche, quand j'ai ce service Michelin à distance de fonctionnalité, je peux pas changer de fournisseur. J'ai un abonnement qui m'oblige à rester chez Michelin. Et puis sur l'impact environnemental, j'ai un atout, par exemple, parce que en fin de vie, j'ai une reprise de mon pneu usé en fin de vie qui me permet d'avoir un pneu qui est parfaitement recyclé dans les meilleures conditions et qui c'est pas un pneu qui ira chez un garagiste qui sera négligent ou en tout cas qui aura un stock de pneus derrière son garage. Ça, puisque ça va directement en marque. Donc ça, c'est un avantage. Après, les autres postes, vous avez bien compris, l'intérêt est de différencier, de montrer cette différence entre ces deux modèles économiques. Donc, vous avez un modèle économique qui existe. Moi, je vous propose, par exemple, de pouvoir le comparer avec un autre business model d'un concurrent. Et puis, vous pouvez dire, moi, je vais me démarquer par rapport à ce marché-là et je vais proposer autre chose, un autre produit ou un autre service à ce modèle économique. Alors, l'économie dans les nouveaux modèles économiques, vous avez l'économie collaborative. Hein, donc là, je vais assez vite sur Uber, Blablacar, Airbnb, Le Bon Coin. C'est quand même des exemples d'économie collaborative où on remplace le produit, la vente de produits directs, par un ensemble de services qui est partagé. Voilà. Donc ça, c'est l'économie collaborative. Alors, on peut la critiquer, hein, c'est pas le sujet de
cette présentation, mais il y a des entreprises de l'économie collaborative qui sont devenues des géants très très rapidement en quelques années. Donc ça, c'est des solutions de nouveaux modèles économiques. Il y a l'économie de la fonctionnalité, qui est une économie qui remplace le produit par le service. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter une perceuse dont je vais me servir une fois par an ou quelques fois par an dans le meilleur des cas pour faire un trou dans une planche, je vais louer cette machine ou en tout cas peut-être je vais l'acheter en partage avec d'autres utilisateurs pour pouvoir m'en servir. Voilà. Donc ça, c'est une des solutions dans l'économie de la fonctionnalité. C'est remplacer la fonction, remplacer le produit, l'achat du produit par l'achat, le service de la fonction, qui m'apporte la fonction. Donc ça, c'est une des solutions dans les nouveaux modèles économiques. Et puis les modèles économiques, moi je vais vous parler plutôt autour de l'économie circulaire, hein, où on s'intéresse à la fabrication, on s'intéresse aux différentes étapes du cycle de vie et évidemment dans une boucle circulaire. C'est-à-dire qu'on remplace une économie classique linéaire par du circulaire. Les modèles économiques circulaires, on en a l'ADEME, l'Agence de développement de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement, du ministère de l'Environnement, montre généralement, on aime bien montrer cette slide où on visualise assez facilement les 7 thématiques de l'économie circulaire, où on a dans un premier cadran, un premier tiers de cadran, on a ce que proposeraient les entreprises, ce que demandent les consommateurs et la gestion des déchets. Donc dans l'approche des entreprises, on a les achats durables dans un premier temps, on a l'éco-conception, on a l'écologie industrielle, le partage des flux entre les entreprises, et puis on a l'économie de la fonctionnalité dont je viens de vous parler. On a également après la consommation durable, l'allongement de la durée de vie, de la durée d'usage. Ça, c'est une demande qui est de plus en plus prégnante auprès des consommateurs. Et puis, on a évidemment le traitement, la valorisation, la gestion, le recyclage des déchets, dans le meilleur des cas, pour avoir une boucle circulaire et non plus linéaire. Alors, l'éco-conception. Moi, je vais vous parler d'éco-conception parce qu'évidemment, c'est notre expertise au sein de la plateforme Avenir du CD2E. Donc, l'éco-conception, c'est la prise en compte de l'ensemble du cycle de vie dans un produit, à la conception même, pour éviter des impacts de transfert de pollution. Donc, on va tenir compte des matières premières, on va tenir compte des différents processus industriels de production, de la distribution, de l'usage et de la fin de vie du produit ou du service. On peut l'utiliser en phase prospective. Je suis un porteur de projet, je suis tout seul. Je crée une innovation, je crée un nouveau produit, ou je saisis une opportunité économique et je veux développer un projet. Et j'intègre cette dimension cycle de vie en amont, le plus en amont possible, pour me dire quels sont les critères justement qui peuvent influencer la décision, la stratégie même de l'entreprise et donc mon business model. En phase de conception, c'est-à-dire je suis en phase de conception technique, plus classique, de management de projet, et j'intègre cette dimension cycle de vie en intégrant des indicateurs environnementaux. Et puis, ou en phase d'amélioration. J'ai un produit, j'ai un service qui existe, je vais l'améliorer et j'intègre cette vision cycle de vie dès le départ. Donc ça, c'est la définition et le positionnement de l'éco-conception dans les différents développements des produits. La définition de l'éco-conception, c'est intégrer des exigences environnementales dans les exigences projets, marketing, financier, technique. On anticipe le plus tôt possible les impacts environnementaux. Donc c'est une approche multi-étapes. On a 5 étapes qui sont ici dessinées sur le schéma. C'est une approche multi-critères. Alors c'est là où je vais répondre, Nathalie, à ta question tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on tient compte de plusieurs types d'indicateurs environnementaux. Vous en connaissez certainement un maintenant qui est connu. Alors, il y a 15 ans, quand j'en parlais, personne ne le connaissait, ou très peu de gens le connaissaient. Aujourd'hui, quasiment tout le monde le connaît. C'est l'équivalence dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les émissions en dioxyde de carbone. Alors, l'indicateur, on parle d'indicateur en équivalence dioxyde de carbone, puisque ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique. Donc, c'est l'indicateur changement climatique qu'on utilise. Mais il y en a beaucoup d'autres. L'approche et l'intérêt de cette approche, elle est multicritère. Je vais prendre l'exemple par exemple, du kilowattheure produit en France, du kilowattheure électrique produit en France. Il est parmi le meilleur au monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on prend le seul indicateur
changement climatique, un seul indicateur, il sera très bien positionné. Pourquoi? Puisque à 80%, ce kilowattheure d'électricité est produit par des centrales nucléaires ou des barrages, donc issus ce sont un kilowattheure hydroélectrique. Et très peu sur des centrales à charbon ou des centrales à fioul. Alors, des centrales à charbon, je crois qu'il n'y en a plus du tout en France. Les centrales à fioul, il y en a encore. Donc, si on se positionne différemment sur les rejets, par exemple, les rejets qui ont une influence sur le taux d'acidification, par exemple, ou les particules dans l'air, on s'aperçoit que ça va plus être aussi intéressant, évidemment. Si on s'intéresse, par exemple, aux déchets nucléaires, aux radiations nucléaires, évidemment, ça va être très impactant et ce kilowattheure ne sera plus du tout aussi intéressant que si on le prend seulement sur l'indicateur de changement climatique. Donc, c'est l'intérêt de cette approche-là, c'est que c'est une approche environnementale, mais économique également. C'est-à-dire que derrière toute consommation et derrière toute émission de gaz à effet de serre, on a également des consommations énergétiques, donc des coûts supplémentaires. Donc, on croise l'intérêt économique et l'intérêt environnemental dans ces cas-là. Voilà. Et multicomposants, alors j'aurais pu prendre aussi, par exemple, dans votre consommation multicritère, il y a aussi un autre exemple qu'on prend souvent, c'est sur la consommation des produits. Par exemple, dans votre vie, si on fait une analyse de votre consommation de produits alimentaires sur un an, par exemple, on va prendre en compte différents paramètres. Et si on prend les seuls gaz à effet de serre, par exemple, on va voir que sur les végétaux, on aura très peu de gaz à effet de serre comparé à la viande, par exemple. Mais en revanche, si on prend la quantité de déchets, si on prend le critère quantité de déchets produits sur un an, on aura avec les végétaux beaucoup plus de déchets certainement que la consommation, par exemple, où la transformation elle est multiple dans l'agroalimentaire, par exemple. Donc, en fonction de ces critères, on peut faire des choix environnementaux et avoir un profil différent. Multicomposant, vous allez vite comprendre, si je prends souvent l'exemple de l'imprimante à jet d'encre. L'imprimante à jet d'encre, c'est pareil. C'est pas sur l'ensemble du produit, on n'utilise pas seulement une imprimante, on utilise des consommables, du papier, de l'encre, on change de cartouche. Donc forcément, c'est pas si on fait un business model sur une nouvelle imprimante en jet d'encre, on n'aura pas seulement l'imprimante en elle-même, mais on aura tous les consommables de en PFM. Alors, comment mettre en place l'éco-conception, par exemple, ou une démarche environnementale dans une entreprise? Alors, c'est en interne, c'est faire participer différents départements et les plus nombreux pour que ce soit vraiment une démarche globale dans l'entreprise. C'est aussi faire participer des gens en externe, donc des clients, intégrés. N'ayez pas peur de faire participer vos clients directement dans ce développement de nouveaux produits, nouveaux services ou dans ce nouveau modèle économique. On va discuter tous ensemble autour de la table sur des données marketing, évidemment. On s'intègre dans un marché, dans une concurrence. Quels sont les moyens mis en œuvre dans l'entreprise pour cette écriture d'un nouveau modèle économique? Comment on s'organise dans l'entreprise ou en externe dans cette supply chain? Et puis, comment on intègre les paramètres environnementaux? Donc, les capacités qu'on met en œuvre. On dessine un modèle économique, des axes de stratégie, des feuilles de route, comment on va, au fil du temps, développer ce nouveau modèle économique. On va faire des simulations d'optimisation, autant environnementaux qu'économiques. On va simuler. Alors ça, c'est plutôt dans les méthodes agiles. On va faire des tests, donc avec des boucles, évidemment. On va tester et on va pouvoir, tester les différentes solutions choisies dans les stratégies. Go, no go, on y va pas. On va mettre en place dans la démarche d'éco-conception des outils, des indicateurs et des informations dans une boîte qui va permettre de pouvoir engranger des informations
et pouvoir avancer au fil du temps. On va échanger avec ces simulations d'optimisation, évidemment, hein. Et puis ensuite, on va mettre en œuvre et communiquer les résultats d'éco-conception dans ce nouveau modèle économique, à travers l'ensemble du cycle de vie. Alors, il peut ponctuellement être focalisé sur la fabrication, sur les matières premières, sur le transport, évidemment. L'usage, hein, bien souvent, le consommateur, il va être intéressé sur la fonction d'usage. Lui, il achète un produit, il consomme un service. C'est sur l'usage de ce produit, de ce service, qui va être axé. Les entreprises auront plutôt tendance à avoir une éco-conception, un modèle économique basé sur les matières premières qu'elles achètent, ou la fabrication, encore plus sur la fabrication. Mais ça pourrait être aussi sur la logistique. Et puis, les collectivités qui s'adressent à nous en général ont plutôt tendance à se focaliser sur la fin de vie, puisqu'elles sont en général responsables, en partenariat avec d'autres entreprises, des grandes entreprises, sur la fin de vie. Comment gérer la fin de vie? Donc, comment, en amont, pouvoir l'anticiper au maximum. Donc, dans cette démarche d'éco-conception. Ça, c'est la mise en œuvre. Alors, c'est un exemple, hein. Après, il peut y avoir une évaluation environnementale en préambule de cette organisation. Il peut y en avoir régulièrement d'autres au final. Il peut y avoir ensuite, après la mise en œuvre, il peut y avoir un suivi plus précis. Enfin, voilà. Ça, je vous ai juste donné un exemple de mise en œuvre, mais il peut y en avoir plus existants, hein. Des exemples. Je vais vous montrer des exemples alors pour finaliser la présentation. Des exemples sur une chaussure Decathlon, hein, qui utilise. Alors, c'est juste. J'utilise des. Je ne suis pas payé par Decathlon, mais comme c'est quelqu'un de local, j'en parle, qui utilise des semelles. Alors, Decathlon est très en avant depuis quelques années sur l'affichage environnemental, c'est-à-dire qu'il se prépare à l'affichage environnemental massif. Donc, sachez que dans les années à venir, vous aurez de plus en plus d'informations au sujet de leurs produits par rapport à l'éco-conception et au développement de nouveaux produits dans ce nouveau modèle économique et cette communication autour de l'affichage environnemental. Donc, à travers des produits qui utilisent des matériaux recyclés, qui utilisent des produits issus, par exemple, des huîtres pour remplacer la silice, par exemple. Et puis, vous avez aussi, alors là, je fais un focus sur la fin de vie. C'est-à-dire que sur la fin de vie, on pourrait avoir des boucles locales de réflexion sur la maintenance. C'est-à-dire qu'en travaillant sur la fin de vie, j'arrive à prolonger la durée de vie du produit, par exemple. C'est une première solution en fin de vie. Je peux également redistribuer, réemployer, réutiliser le même produit ailleurs, mutualiser cette fin de vie. Je peux également faire des mises à jour du produit. Et puis, je peux également complètement le recycler. Et ça, c'est plus classique. Donc ça, c'est juste voilà, des possibilités de nouveaux modèles économiques autour de la fin de vie, par exemple. Et puis là, je vous donne un exemple aussi que j'aime bien. Petite entreprise qui développe un nouveau produit. Alors, il y a pas mal d'initiatives en ce moment en France. Alors, je pense que c'est pas dû au Covid, hein. Le Covid, évidemment, on crée pas ce genre de produit. C'est une nouvelle machine à laver. Donc, c'est un produit qui demande plusieurs années de développement. Elle s'appelle l'increvable. C'est une machine à laver. Mais je pense que le Covid, la situation sanitaire exceptionnelle qu'on a tous vécue, va accélérer ce genre de développement de produits. Je sais que j'ai entendu dire qu'il y a une petite marque d'électroménager Kipit qui va prochainement sortir une bouilloire, je crois, et d'autres produits autour de l'éco-conception. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'increvable. En fait, c'est une petite entreprise en devenir. Ils ont créé une machine à laver qui dure 50 ans. Voilà. Ils sont partis du principe que les machines à laver régulièrement ont une durée de vie entre 5 et 10 ans. Et ils ont dit, ben nous, on va casser le marché, on va proposer autre chose. On va proposer une machine qui a 50 ans de durée de vie. Qui va être donc durable sur 50 ans, qui va être réparable, c'est-à-dire qu'on aura mis à disposition des réparateurs toutes les pièces, donc elle pourra être réparée indéfiniment. Elle pourra être évolutive avec des mises à jour en électronique, des mises à jour sur les moteurs électriques, par exemple. Et puis, elle sera unique, c'est-à-dire qu'il proposerait, alors il propose, vous le proposerez, j'ai pas encore tous les détails sur cette partie personnalisation, mais c'est de pouvoir apposer des décors sur cette machine et pouvoir la rendre personnelle, unique. Donc ça, c'est une petite machine. Alors je prends l'exemple parce que c'est une petite entreprise
Ça me plaît bien, c'est comme Yuka. Je me dis, aujourd'hui, il y a voilà, il y a des personnes qui se mettent autour d'une table, qui développent un nouveau modèle économique, hein. Là, on a l'exemple typique d'un produit qui vient lancer un pavé dans la mare. Ça marchera pas, ça marchera. Ça, après, c'est le marché qui le dira. Ils sont en cours de lancement, hein. Ça fait 5 ans qu'on en entend parler. C'est une machine qui va être proposée. Je n'ai pas les prix, donc je ne pourrais pas vous donner des informations plus commerciales. Et puis, c'est pas le but, hein, de ma présentation. Mais c'est une machine qui va, voilà, qui va durer 50 ans. En tout cas, qui est donnée pour une durée de vie de 50 ans. Donc, en résumé, pour faire un résumé de tout ce que je vous ai dit, c'était assez intense, hein, et vous avez bien compris que j'ai accéléré un peu parce qu'on pourrait passer plusieurs jours sur ces différentes thématiques, hein. On fait des formations au sein du CB2E sur ces thématiques, sur la partie stratégie, la partie éco-conception, la partie analyse de cycle de vie, donc l'évaluation environnementale. On fait également des bilans de gaz à effet de serre. On fait pas mal de choses. On accompagne, voilà, on propose des prestations, mais en résumé et pour faire court, dans tout ce que je vous ai dit, soyez créatifs, innovants, n'ayez pas peur de changer de modèle économique, en tout cas d'y réfléchir. Ça coûte rien de prendre une feuille, d'être plusieurs autour de la table, et puis de réfléchir en disant, ben voilà, on a une idée. Alors c'est ce que font les porteurs de projets qui viennent nous voir, mais on a des idées sur, je sais pas, une nouvelle lampe, un nouveau radiateur, ça peut être un nouveau service auprès des crèches, ça peut être un service auprès des milieux hospitaliers, ça peut être des nouveaux masques pour les prochaines pandémies, par exemple, enfin, que sais-je. Mais n'ayez pas peur de vous mettre autour d'une table, d'en discuter, d'échanger, de décider, d'imaginer et de changer de modèle économique. Soyez créatifs, n'ayez pas peur parce que moi je pense que de toute façon c'est toujours c'est toujours des valeurs qui sont créatrices de valeurs économiques, sociétales, de partage. Et ça, il ne faut pas avoir peur d'y participer. Et ça ne coûte rien de se mettre autour d'une table et d'en discuter en soirée, par exemple, entre amis. C'est limiter la consommation des ressources, évidemment, hein. C'est d'être, plutôt que d'être, parce que on pourrait avoir une boucle d'économie circulaire telle que je vous l'ai montré, où on a une consommation qui est contrôlée, surveillée et qui tourne en boucle. Mais l'idée, c'est que cette boucle, ça soit une boucle à vitesse lente, c'est-à-dire augmenter la durée de vie, augmenter la réparabilité, la démontabilité, l'accès à la réparation des produits, des services aussi, liés à l'usage de ces produits. Donc, limiter les consommations des ressources, quelles qu'elles soient, ressources énergétiques comme des matières. Privilégier l'usage des biens et des équipements plutôt que la possession. Là, on est typiquement de l'économie de la fonctionnalité. Partagez, prêtez-vous, aidez, donnez un coup de main, hein. Finalement, ce sont des valeurs traditionnelles, hein, de partage. Mais privilégier ces partages, c'est toujours mieux que d'être dans une consommation effrénée. Et puis coopérer, hein, coopérer aussi pour mieux innover. N'ayez pas peur de travailler entre concurrents. Ça se fait aussi. Donc nous, on est aussi très ouverts à cette coopération d'aller jusqu'à travailler avec des concurrents. Il n'y a pas de problème, hein. On est toujours plus fort ensemble que séparés et à se battre pour une part de marché. Donc il vaut mieux coopérer pour proposer de nouvelles solutions. Ma présentation est finie. Je vous propose des questions-réponses. J'en ai une. Alors, parmi les entreprises avec lesquelles vous travaillez, quels sont les secteurs d'activité qui sont les plus intéressés par l'éco-conception et pour développer un modèle circulaire? Alors, mon expérience et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est tout secteur d'activité. Sachez que j'ai travaillé autant pour des moteurs fusées, pour des ailes en matériaux composites chez Airbus, mais j'ai travaillé aussi pour des tonneliers dans la région de Cognac, donc plutôt de l'eau de vie et du vin. On travaille aussi avec des circuits courts pour la consigne en ce moment, dans les Hauts-de-France. On travaille avec le secteur du textile, forcément. On travaille avec des acteurs de tourisme. Donc c'est tout secteur d'activité aujourd'hui. La seule chose que je pourrais dire par rapport à ça, donc il n'y a pas de différenciation d'activité.
j'ai envie de dire, c'est pas les. Alors, entre les plus actifs et les moins actifs, ce qu'on observe, c'est que les plus actifs dans l'éco-conception, dans l'économie circulaire, sont souvent les porteurs de projets. C'est-à-dire, finalement, les citoyens, c'est-à-dire, c'est lui qui, c'est pour ça que je vous ai parlé de Yuka, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'increvable, de cette machine, par exemple. C'est qu'en fait, aujourd'hui, le citoyen, l'individu va beaucoup plus vite que les grands groupes. Et c'est une observation que je fais, hein, mais les grands groupes ont des moyens d'aller très loin, très vite. Et les grands groupes qu'on rencontre, en général, moi, il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'aller voir un très grand groupe dans le textile. Au cours de, donc ça dure 1 heure, on fait une présentation ce que je viens de vous faire. Et au bout d'une heure et demie, et ils finissent par nous dire, écoutez, nous on a vu Vinted, on a vu Vinted sur notre téléphone et on voudrait faire la même chose. Et là, vous êtes là, moi j'étais décontenancé car au bout d'une heure et demie, me retrouver avec un géant qui est quasiment au milliard de chiffre d'affaires hein, quand même, dans le monde, vous dire, ben, on voudrait faire comme Vinted. J'ai eu envie de lui dire, hein, c'est dommage que vous n'ayez pas eu l'idée, mais il faut pas faire Vinted, c'est trop tard. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut faire beaucoup, il faut être créatif, il faut imaginer, il faut voilà. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est les porteurs de projets, c'est les stars qui vont beaucoup plus loin et qui intègrent toujours ce paramètre environnemental, alors que les grands groupes, ben, ils font pas forcément du greenwashing, mais ils sont déjà en retard, quoi. Ils vont pas assez vite, parce que tout va beaucoup plus vite aujourd'hui. Voilà ce que j'observe. Hein. Concrètement, aujourd'hui, une entreprise qui voudrait faire créer son affichage environnemental sur ses produits, est-ce qu'elle va vers votre structure? Est-ce qu'elle va vers l'ADEME? Comment elle fait? Alors, l'ADEME, bah, ça reste une bonne porte d'entrée pour toute information. Hein, l'ADEME. L'ADEME est un centre d'information. Ils proposent également des appels à projets, ils proposent des appels à manifestation d'intérêt. Enfin, il y a tout un catalogue de propositions d'aide aux entreprises qui permettent aux entreprises. Alors, il y a là aussi le Fratri en région Hauts-de-France qui permet de tout à chacun, de toute entreprise, d'aller vers ces acteurs et puis de les questionner en disant ben voilà, qui peut nous aider, est-ce que vous avez des ressources suffisantes pour nous aider pour aller dans cette direction-là. Ensuite, l'ADEME ne peut pas se faire le relais directement de bureau d'études, c'est pas le but, enfin l'ADEME ou la région, hein, en Haute-France ou d'autres organismes, ils n'ont pas droit d'aller vers des bureaux d'études, mais il existe des bureaux d'études à travers la région, à travers la France entière, qui répondent à cette mise en place, à ce support de mise en place, d'accompagnement pour les entreprises à l'affichage environnemental. Donc c'est en train de se mettre en place, hein, c'est progressif, mais d'ores et déjà, il y a des bureaux d'études qui peuvent aider et accompagner les entreprises vers l'affichage environnemental. Voilà. Okay. Mais c'est en devenir, hein, on est vraiment aux prémices. Il y a déjà des bureaux d'études qui sont prêts et on le sera aussi. C'est-à-dire qu'on pourra être bureau d'études et vérificateur. Évidemment, on ne peut pas faire les deux si on est sur la même entreprise. On ne peut pas être juge et partie, évidemment, vous l'aurez compris. Ça, c'est normal. Mais pour l'instant, ça se met en place. En tout cas, nous, en étant à l'écriture même avec l'ADEME, ce que je peux vous dire, et sans rentrer dans le secret des dieux, c'est qu'on est en train d'en discuter. Alors, on sera 3 délégataires hein, sur la France entière. Donc, on n'est pas seul, hein, on n'est pas les seuls vérificateurs qui avons été retenus, parce que le marché est potentiellement énorme. Donc, on est 3 délégataires qui sont des délégataires sur les référentiels, les logiciels de calcul qui permettent de calculer les impacts. Et on aura ensuite des vérificateurs, des notes, c'est-à-dire des résultats qui sont issus de ces logiciels. Voilà. Donc, on a été retenus, nous, sur les trois opérations. Okay. La globalité, mais on peut être également un des bureaux d'études qui pourrait accompagner les entreprises dans ces directions pour les aider. Après, il y a des entreprises comme Decathlon qui depuis 10 ans, s'en occupent et ont tout géré elles-mêmes en interne. Hein. Après, il y a des entreprises suffisamment importantes et performantes qui gèrent tout en interne. Oui, ils ont un service développement durable. Voilà, tout à fait. Il y a des grandes entreprises qui ont besoin de personnes pour le mettre en place, mais je pense que la plupart des entreprises auront besoin en tout cas, c'est la demande qu'on pressent et qu'on a déjà eue en disant, est-ce que vous pouvez nous accompagner dans cette démarche d'impact environnemental sur les produits.
comment se positionne la région Hauts-de-France concernant l'économie circulaire par rapport au reste de la France? Alors, la région Hauts-de-France, la région de France est, à mon avis, et sans en rajouter, je pense que c'est la meilleure région en termes de politique de l'économie circulaire. En tout cas, Ouais. c'est ce que j'observe. Hein. Venant de l'Occitanie, je peux comparer ces dernières années ce que j'ai pu faire en Occitanie ou essayer de faire. Et ici, clairement, je pense que la région Hauts-de-France est particulièrement dynamique sur les thématiques économie circulaire. Ça me semble évident. Ouais. Économie circulaire et RSE, je constate au quotidien, Ouais, effectivement. absolument. C'est un terrain Absolument. d'expérimentation Ouais, ouais. formidable et très en avance. C'est une thématique qui, à mon avis, est très très forte ici en région Hauts-de-France. Très forte. Ouais. Alors ça s'explique pour différentes raisons. Hein. On est à la croisée des chemins en Europe, et puis surtout le passé industriel. C'est-à-dire que c'est une terre industrielle, c'est une terre Ouais. d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat, la région de France. Donc c'est ce qui explique qu'il y a une volonté d'aller plus loin, plus vite que d'autres régions, bien sûr. Ok. Ouais, Alors, je n'ai plus de questions, donc je vous remercie beaucoup, Sébastien. ben merci, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et puis pour Merci à les tous. participants. Et je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez. Ben écoutez, soyez innovants, soyez créatifs, hein, je l'ai déjà dit, je me répète, mais retrouvez-vous autour d'une table, réfléchissez entre vous, entre citoyens ou même entre salariés dans des entreprises, imaginez d'autres produits, d'autres services, voyez, ayez une vision à long terme et puis intégrez ces paramètres environnementaux dans tous les nouveaux modèles économiques. Ça me semble aujourd'hui décisif et créateur d'emplois, d'équilibre pour nous tous. Merci à tous. Merci Très bonne beaucoup. journée et au plaisir.